Claire Sévrac. Bonsoir Claire. Bah, bienvenue à Méta TV. Finalement. Voilà, finalement, voilà, on t'avait attendu pour les métanotes. Ils étaient très déçus aussi ce soir-là. Et ben voilà, vous voyez, partie remise, on avait promis effectivement qu'il y aurait l'émission. Ben, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, et voilà, malgré toutes nos péripéties, on t'aboie. Allez, vas-y, j'ai le droit à ma gifle aussi ce soir. Alors, mais bon, en tout cas, ça nous fait super plaisir de t'avoir ici pour évoquer évidemment le complot contre la santé, puisque ça c'est quand même un sujet qui nous préoccupe tous, la santé. On a bien vu qu'on était comment dire, très manipulé sur la santé. On a peu d'infos, c'est très secret comme domaine. D'ailleurs, on parle de secret médical. Oui, mais je pense que maintenant c'est plus particulier à la santé. Maintenant, je trouve que l'éventail ils font très fort. L'éventail s'agrandit de jour en jour et en fait la santé maintenant englobe beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé mon enquête, c'était plus les labos et ce qui se passait dans la médecine telle qu'elle était pratiquée, etc. La malbouffe, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on est vraiment maltraité à tous les niveaux, quoi. On est maltraité dans notre santé physique, morale, mentale. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais alors, on sait que les laboratoires pharmaceutiques engrangent on va dire des bénéfices colossaux sur des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée, parce que c'est ça, on nous vend quand même des médicaments qui nous empoisonnent quelque part, ou alors en tout cas qui n'ont pas l'effet qui est... Oui, en fait, ils ont une excuse, c'est qu'ils disent que chaque médicament a un bénéfice-risque. Et donc en général, ils disent que le bénéfice, effectivement, vaut la peine qu'on prenne quelques risques. Il y a des médicaments pour lesquels il n'y a que des risques et aucun bénéfice. C'est ça qui est grave. Et des vaccins, bah oui, on voit bien, puisqu'il y a des médicaments qui sont autorisés, qui sont prescrits toute la journée, et on s'aperçoit que 5 ans ou 6 ans après, ils sont retirés du marché parce que le scandale commence à se voir. Et donc ça, c'est pas bien, parce que pendant des années, il y en a eu plein. Il y a eu le Vioxx, il y a eu le thalidomide, il y a eu le Distilbène, il y a eu le Diantalvic, les hormones de la ménopause, les hormones de croissance, enfin, il y en a plein, c'est courant, quoi. Il y a le Gardasil aussi, ça c'est... le Gardasil, c'est un vaccin. J'étais hier à une réunion justement avec Michèle Rivasi, qui est députée européenne, et des professeurs et des victimes du Gardasil, et on va demander un moratoire. Michèle Rivasi va demander un moratoire parce que c'est aberrant. C'est-à-dire que comme en France, on n'arrive pas, c'est pas comme aux États-Unis où il y a des class action et où les victimes se groupent tout de suite et n'ont pas à prouver la relation de cause à effet. Donc il y a beaucoup de victimes qui sont indemnisées aux États-Unis. En France, c'est un vrai problème parce que l'AFSAPS ne prend pratiquement pas les gens. Il faut vraiment qu'ils apportent la preuve qu'il y a une relation de cause à effet. Et évidemment, on ne peut jamais l'apporter. Ils disent oui, mais si vous vous êtes fait vacciner la veille et que vous ayez un accident de voiture, c'est pas à cause du vaccin. Donc si demain vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas prouver que c'est à cause du vaccin. Donc c'est très sournois. Et comme l'AFSAPS, enfin maintenant ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et comme eux refusent de prendre les plaintes, enfin comment on dit, les rapports d'effets secondaires, ils disent toujours mais il n'y a aucun effet secondaire puisqu'ils ne les répertorient pas, il n'y en a jamais, tu comprends ? C'est ça le problème. Mais le Gardasil, oui, c'est une vraie saloperie. Parce que... Il paraît que ça stériliserait à terme, enfin ça rendrait stérile les femmes. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un ensemble de choses. Déjà, c'est un vaccin justement dont on n'a jamais prouvé l'efficacité, jamais. Quand on regarde le document de mise sur le marché, il y a marqué que d'abord ils l'ont vendu comme un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ce qui est un mensonge. Parce que c'est un vaccin contre 2 ou 4 papillomas et qu'on a plus d'une centaine de papillomas dans le corps. Donc c'est juste, on ne peut pas dire que c'est un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin contre 2 papillomas ou 4 papillomas selon le vaccin. Mais en plus, ces papillomas peuvent très bien vivre s'ils déclenchent un cancer, c'est dans 30 ans ou 40 ans. Donc on n'a aucun recul pour dire que ce vaccin empêche que ça déclenche un cancer puisqu'il existe que depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc en plus de ça...
On fait même dans le document de mise sur le marché, ils disent bien que les femmes continuent à faire des frottis vaginaux parce que c'est le moyen le plus sûr de savoir s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Donc ce vaccin ne sert pas à grand chose. Les expériences, et puis quand on regarde tout, le vaccin est une escroquerie, c'est-à-dire que les études comparatives qui ont été faites n'ont pas été faites avec des études placebo et des études avec le vaccin tel qu'il est. Normalement, il y a 2 groupes. On regarde les effets sur les 2. Là, le groupe qui a eu des placebos, en fait, il y avait de l'aluminium dedans aussi. Donc, on ne peut pas dire, par rapport à l'autre vaccin, on n'a pas une vision claire de ce qui se passe. En plus de ça, il y a eu plein de magouilles, c'est-à-dire que les gens qui ont découvert, qui ont trouvé ce vaccin ont reçu le prix Nobel, mais le prix Nobel était truqué. Il y a plein de trucs comme ça qui sont et puis il contient du borax, qui est du borate de sodium, c'est de la morora. En fait, normalement, il devrait y avoir les 2 os comme ça croisés avec la tête de mort. Ça n'y est pas non plus. Et puis il contient beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Il y a de la saloperie dans les vaccins. Ça, c'est un peu une révélation. Oui, et en plus celui-là, il est fabriqué avec la technique OGM. Donc justement, ça a été l'objet d'une des discussions hier. C'est qu'en fait, dans le sillage de ce vaccin, il y a beaucoup de filles qui développent des maladies auto-immunes. Et en fait, l'ADN contient, on se rend compte que pour les gens qui ont reçu ce vaccin, ont un ADN qui se colle justement à la protéine et qui fait que dans son sillage, il y a plein de maladies auto-immunes. Et donc, il y a de grandes chances, on en a débattu hier avec le professeur Gérardi, avec d'autres médecins, il y a de grandes chances que ce soit parce que comme il est fabriqué avec la technique OGM, c'est-à-dire qu'il est fabriqué avec un ADN. On met dans le corps un ADN qui est un ADN étranger. Or, le corps humain est fait pour que quand il y a un ADN étranger qui le touche, notre système immunitaire se lutte contre tout ce qui est étranger, qui essaye de rentrer dans notre corps. Et ils le prennent d'où cet ADN? Je comprends pas. C'est la fabrication, c'est-à-dire il est fabriqué à partir d'une levure, ou un c'est à partir d'une levure, et l'autre c'est à partir d'un insecte. Et donc le vaccin est porteur de l'ADN étranger. C'est énorme. Et il n'y a bien sûr eu aucune étude qui prouve que c'est inoffensif. Donc ils vont prendre des ADN d'insectes et oui, c'est-à-dire c'est ce qui code pour faire passer le vaccin. Ouais, d'accord. Et donc voilà, donc ça crée des maladies auto-immunes, des tas d'autres maladies. Et évidemment, dans les vaccins, il y a des tas de merde, faut le dire, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Il y a des adjuvants comme l'aluminium. Tout le monde sait depuis des années que l'aluminium est nocif. Et là, je veux dire, on inocule des vaccins où il y a de l'aluminium dedans. Et donc l'aluminium, la particularité de l'aluminium, c'est que ça migre directement au cerveau. Donc c'est ce qui aussi peut déclencher des tas de maladies comme Alzheimer, comme Guillain-Barré, les myofascites à macrophages. Et tu parlais de stérilité, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces filles attrapent aussi souvent des lupus ou la maladie de Vermeuil, c'est-à-dire qu'elles ont des furoncles dans tout le corps. Et il y en a qui ont des furoncles aussi sur les ovaires. Donc on est obligé de leur enlever les ovaires et c'est comme ça qu'elles se retrouvent effectivement stériles à 18 ans. Voilà, c'est vraiment... on ne comprend même pas pourquoi le principe de précaution, au lieu de s'appliquer au labo, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas démontré que la cause c'est vraiment ce vaccin, on continue à vacciner alors qu'on devrait normalement apporter la preuve que le vaccin c'est quelque chose qu'on met dans un corps sain. C'est-à-dire quelqu'un qui est sain, on lui inocule un vaccin et on lui inocule déjà la souche de la maladie, plus ou moins atténuée. Mais il paraît que ce serait une aberration, ça quand même d'un point de vue médical, justement de prendre le vaccin comme étant justement, on inocule la maladie à la personne. Plus toutes les saloperies qu'il y a dedans. Plus toutes les saloperies qu'il y a dedans. Parce que quand celui-là, il est fait sur de la levure et sur un insecte, mais il y en a qui sont faits, par exemple avant, il y en avait qui étaient faits sur des embryons de poulet ou sur des œufs.
On m'a dit qu'il y avait des singes, on utilisait des Oui, il y a eu des singes, oui, on utilise des singes aussi, on utilise des tas de trucs qui sont vraiment pas... Ça c'est pareil, on utilise des ADN étrangers et d'autres espèces, c'est-à-dire qu'on on franchit la barrière des espèces. Dans la nature, tu n'attrapes pas le sida du chat, tu vas pas attraper la grippe du porc. Non mais là, on l'inocule directement et en plus sans que le corps ait la barrière du derme et de la... Normalement, quand tu es en contact avec une maladie, il y a des barrières dans notre corps. Là, on inocule direct dans le corps, quoi. C'est quand même extrême. Là, j'ai une question intéressante de Hermite. Il dit un exemple concret, je suis un fermier, l'Inexium, nouveau nom du médicament qui n'est rien d'autre que du Mopral, ancien médicament n'étant plus sous brevet, dont les médecins de l'APHP et sûrement d'autres sont prescrits automatiquement, même si le patient n'en prenait pas avant. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un fermier qui a des prescriptions obligatoires. Alors je ne connais pas moi ce médicament, je ne sais pas si tu connais pas l'Inexium. On ne sait pas ce que c'est l'Inexium et il dit le Mopral. Ouais. Donc oui, il dit que finalement ouais, on impose des médicaments comme ça. Tous les gens qui sont dans le milieu hospitalier, en tout cas, sont obligés de se faire vacciner. Ça c'est oui déjà pour donc le personnel c'est obligatoire. Au moment de la grippe H1N1, donc ça aussi on en a beaucoup parlé. Justement, il paraît que oui, il y avait des scandales parce que le personnel effectivement devait se faire vacciner. Oui. Et ça, c'est une énorme escroquerie. Alors cette affaire de grippe H1N1, c'était... ça a été... Mais je pense que là, ils sont allés trop loin. Parce que là justement, tous les gens qui ne s'étaient pas posé la question des vaccins, se la sont posés. Ouais. Parce que déjà, tout le monde cherchait les cas d'H1N1, on n'en trouvait pas. Et pendant ce temps, l'OMS déclarait une pandémie de niveau 6. Ce qui est énorme. Donc, pour avoir une pandémie de niveau 6, on aurait dû avoir les gens qui tombent comme des mouches autour de nous. On ne voyait pas un malade qui avait le H1N1. Et entre-temps, il y avait plein de trucs qui étaient très bizarres, genre faire passer une loi pour que les laboratoires ne soient pas... Enfin, qu'il y ait l'impunité des laboratoires en cas d'effet secondaire. C'est quand même bizarre, parce que ça te donne pas confiance si tu veux... Si tu vas faire réparer ta voiture chez un garagiste et qui est marqué en haut, le garagiste n'est pas responsable des réparations qu'il effectue sur votre voiture, ça te donne pas envie d'y aller. Quoi. Oui, c'est clair. Mais ce qui est incroyable, c'est parce que Roselyne Bachelot, elle, qui était ministre de la Santé à l'époque, elle avait des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. Tous, de toute façon, regarde, on a bien vu quand il y a eu l'affaire Cahuzac, finalement il avait touché plein d'argent des labos et que c'était cet argent qu'on soupçonnait... qu'il est mis à l'abri dans d'autres pays. Ils ont pratiquement tous des liens avec des labos. C'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'en fait, on nous dit, chaque fois qu'il y a un scandale, quand il y a eu le scandale du Mediator, on nous a immédiatement dit, c'est un accident, c'est un dysfonctionnement du système, mais on va faire une commission d'enquête et on va faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Okay. Ils ont fait une commission d'enquête qui a été confiée au professeur Debré et au professeur Even. Et à la sortie de cette enquête, ils ont dit il faudrait changer ça, plein de choses à changer pour que ça n'arrive plus effectivement. Le problème, c'est qu'à la sortie, la seule chose qu'ils ont fait, c'est changer le nom de l'instance de sécurité, c'est-à-dire ça s'appelait l'AFSAPS, maintenant ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais elle est toujours financée à 83% par les laboratoires. Les gens, enfin beaucoup des experts qui siègent dedans ont des conflits d'intérêts, mais pas tant, enfin je veux dire... qui sont, par exemple pour le H1N1, il y avait Bruno Lina qui était le conseiller de Bachelot, qui criait partout, et Bachelot avec, il disait mais les experts sont intègres, ils peuvent travailler pour les labos et travailler pour le gouvernement, c'est parce que ce sont les meilleurs et tout. Donc il disait je ne touche aucun argent des laboratoires. Certes, mais il avait une société de loi 1901 qui touchait des 5 labos fabricants du vaccin. Ah ouais. Et le président de son association, c'était le directeur du marketing de Sanofi. Voilà. Et tout est comme ça. Quand tu regardes l'étude pour le vaccin, le HPV, du cancer du col de l'utérus, c'est l'étude EDIT qui fait foi, qui a fait foi pour ce vaccin. Quand tu regardes l'étude EDIT, en France, tu as beaucoup de mal à trouver des signatures, mais quand tu vas regarder sur les sites américains, en fait, ils sont obligés de déclarer. Donc quand tu regardes en bas de l'étude EDIT, elle était signée de 5 personnes qui étaient tous appointées chez Sanofi. Ouais, donc... qui est producteur, enfin qui est le fabricant du vaccin. Hein. Donc moi voilà, ce que je trouve dégueulasse, c'est que les cartels pharmaceutiques ou qu'une industrie veuille faire de l'argent, ça n'a rien de répréhensible. Quand on monte une société, c'est pas pour paumer du fric. Ce qui est emmerdant, c'est qu'ils fassent du fric sur notre dos et surtout qu'on nous mente. Si c'est vraiment aussi clair et s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'on nous dit pas la vérité? On est grand, on peut comprendre.
Mais évidemment, quand tu tombes sur un mensonge, tu regardes s'il n'y en a pas un deuxième, un troisième, et plus tu regardes, plus tu en trouves. C'est ça qui est quand même bizarre, quoi. Et la France, on est en pointe en matière de laboratoire. On fait partie des grands pays, on va dire, producteurs de médicaments, quoi, très grands producteurs. Oui. Et on voit qu'il y a ces intérêts, donc voilà, collusion jusqu'au plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, politiquement, pour essayer de renverser cette vapeur? Parce qu'on demande de la transparence, mais on a l'impression que c'est pas possible d'en avoir. Il faudrait que tout le monde se lève et n'accepte plus que les gens... on peut pas être juge et parti. Napoléon disait la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est évident. Je veux dire, l'agence de sécurité du médicament, tant qu'ils seront financés à 83% par les laboratoires, alors c'est pareil, hein, ils ne touchent pas 83% de leurs subsides des laboratoires, mais c'est de l'argent que les laboratoires donnent à l'État, que l'État redonne à l'agence du médicament. Donc tant que ce sera comme ça ne peut pas changer. C'est pour ça que c'est une escroquerie quand on nous dit à chaque scandale, c'est une erreur, c'est un accident, on va arranger ça. Ça n'est pas un accident, c'est un système qui est fait pour fonctionner comme ça. Et il est bien évident que les gens qui siègent, et même les experts qui sont de bonne foi, et qui sont honnêtes, et qui ne veulent pas tremper dans des magouilles, ils n'ont aucun argent pour faire des contre-expertises. Ils n'ont pour statuer si un médicament ou un vaccin est bon que les données du laboratoire. Il est bien évident que le laboratoire, s'il a fait 3 études, il y en a 2 de mauvaises et une bonne, il ne va pas donner les 2 mauvaises, parce que sinon on va lui dire ben non, votre médicament il n'est pas bon. Donc le système est complètement faussé. Mais c'est la même chose en politique, c'est la même chose partout. On nous ment surtout et ça finit par devenir insupportable. Voilà. Alors on nous demande justement... alors, il nous explique, Hermite, pour faire simple, l'inexium est un soi-disant protecteur gastrique qui est donné car certains médocs favorisent des ulcères gastriques, genre Doliprane, pris de manière fréquente. Ouais, parce que le Doliprane, c'est vrai, il paraît que ça abîme l'estomac. Oui. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup pris. On peut arriver à à un moment donné, on a mal à l'estomac, limite, à vomir, quoi. C'est horrible. Ah oui. Le Doliprane, c'est de... On nous dit, est-ce qu'il y a une alternative à l'utilisation d'adjuvants pour les vaccins? Parce que mais toi, tu crois qu'il faut remettre en cause le principe même du vaccin, ou tu penses que quand même un vaccin c'est utile? Si on peut m'apporter la preuve que c'est utile, je demande à voir. Franchement, j'ai rien contre la vaccination si on m'apporte la preuve qu'un vaccin est utile. Mais malheureusement, chaque fois que je regarde, au début, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai commencé avec le H1N1. Il était pourri et on mentait de partout. Donc, et puis des trucs très bizarres, genre Baxter avait déposé le brevet du vaccin H1N1 un an avant la pandémie qui n'y a jamais eu. Mais comment tu peux savoir un an avant que dans un an il va y avoir dans le monde entier une pandémie d'H1N1? Sauf si tu la déclares. Je sais pas quoi. Pourquoi pas le H1N12 ou le voilà. Donc moi je suis désolée, j'ai juste un peu de logique. Et quand tu mets les choses bout à bout, après j'ai regardé le vaccin contre l'hépatite B, c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Après j'ai regardé le HPV, il n'y a rien. Et tout est mensonge. Je veux dire, on nous dit il va y avoir, il y a des gens qui meurent tous les ans du cancer de l'utérus, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément ces 2 papillomas qui vont donner le cancer. Par contre, les effets secondaires sont lourds. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi sortir dans la rue et se faire écraser par une voiture. Ouais. Je veux dire, mais est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans le corps autant d'ingrédients nocifs? Il y a quand même, on se rend compte que les courbes, par exemple les courbes de maladies chroniques sont proportionnelles aux courbes de développement d'un pays. C'est-à-dire plus le pays est développé, plus ces maladies sont énormes, plus le pourcentage de gens malades est énorme. Maintenant, il va y avoir il y a un enfant sur 68 aux États-Unis qui est autiste. Avant, moi, je ne sais pas, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'autistes dans ma classe. Alors je veux bien qu'il y ait un petit pourcentage et que ça ne vient pas uniquement des vaccins, c'est les pesticides, c'est tout l'environnement qui est pourri, tout est pourri autour de nous. Ouais. C'est ça qui est grave, c'est que voilà. Après j'ai regardé par exemple le vaccin du tétanos. Ah oui, alors ça, on nous en a parlé justement parce qu'on a tous fait le fameux tétrapolio, il y avait le tétanos. Ah oui, alors le vaccin du tétanos, le tétanos n'est pas une maladie immunisante. Donc, le principe d'un vaccin, c'est qu'on te dit, moi on me disait à l'école, qu'est-ce qu'un vaccin? On vous inocule la maladie, comme ça votre corps fait des anticorps, et quand il est confronté à la maladie, vous ne l'attrapez pas. Or on s'aperçoit que les gens vaccinés attrapent la maladie autant que les pas vaccinés. Bon,
Voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, le tétanos, la maladie n'est pas immunisante. C'est-à-dire, tu peux attraper... Déjà, on attrape le tétanos très très vieux en général. En général, il y a toujours des cas, il y a toujours des gens, enfin, il y aura toujours un cas de méningite, un cas de tétanos. Bon. Mais en général, c'est assez vieux, très très vieux. Et en plus de ça, une fois que tu as eu la maladie, tu peux très bien l'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pas parce que tu as attrapé la maladie que tu ne l'auras plus. Donc, à quoi ça sert de t'inoculer la maladie puisque ça ne va pas t'empêcher de l'avoir. Ça aussi, c'est juste une question de bon sens. C'est une question de bon sens, ouais, c'est voilà. logique. La rougeole, toutes les maladies, là, maintenant ils vaccinent même les chiens contre la coqueluche. Il faut arrêter, quoi. Bientôt, ils vont vacciner les chiens contre la rougeole. Je veux dire, ça devient débile. Et la rougeole, la varicelle, la coqueluche. Alors, ils disent, mais il y a des enfants qui meurent tous les jours de la rougeole. Où Voilà. Parce qu'on a tous attrapé la rougeole, les oreillons, et on est resté quelques jours à la maison et puis c'est tout. Et en plus de ça, ça n'empêche pas d'attraper la rougeole quelques temps après. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on vaccine, quand on met dans le corps des enfants, déjà le système immunitaire d'un enfant n'est pas construit avant 7 ans. Donc à quoi ça sert que tu lui inocules d'un coup toutes ces maladies? Quand le corps humain, quand est-ce que dans la vraie vie, dans la vie, tu attrapes 6 ou 7 maladies en même temps? Donc là, les enfants, on les prend à 2 mois, 3 mois, tout petits, on leur balance 4 ou 5 ou 6 valences de maladies en même temps, mais il faut qu'ils aient un système pas possible pour se défendre, le corps est extraordinaire. C'est violent en fait. Oui, et en plus de ça, en admettant que ça serve à quelque chose, ça ne protégerait que pendant 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il faut refaire et reprendre les doses de trucs, etc. Et pendant ce temps, ton système immunitaire ne se construit pas. En fait, la seule façon de construire un système immunitaire, c'est justement d'attraper les maladies, que le corps se défende et construise ton système immunitaire. Si immédiatement on te coupe l'herbe sous les pieds tout le temps, les gens arrivent à 20-25 ans, ils n'ont aucun système immunitaire et toutes les maladies qui passent, ils se les chopent. Et du coup, ils chopent la rougeole à 35 ans ou 30 ans, ce qui est vachement plus dangereux, d'autant qu'ils n'ont pas de système immunitaire construit. Et en plus, il y a toutes les saloperies dans l'air, dans la bouffe, etc., qui sont des maladies qui empêchent le système immunitaire de fonctionner. Oui, ça aggrave, ça fait un facteur aggravant. Voilà. Donc moi, qu'on me prouve demain qu'un vaccin sert à quelque chose, pourquoi pas, je veux dire... Non, parce que c'est quand même presque, j'ai envie de dire, obligatoire. Alors on m'a expliqué ici, on en avait parlé de ça même avec Farida Belgoul, que justement, il y avait une notion qui protégeait dans la Constitution française, puisqu'on avait propriété de notre corps, et qu'on ne pouvait pas... Absolument. Voilà. Et on doit être totalement informé des risques et de ce qui est... Avant de faire un acte sur un corps humain, on doit informer le patient de ce que c'est et de ce qui va se passer et de ce qui risque de se passer. Ça n'est jamais fait. Il y a beaucoup de médecins, moi je reçois tous les jours des appels de maman ou de papa sur qui les médecins font un forcing terrible en disant il faut faire vacciner votre enfant, etc. Sans rien leur dire, et surtout personne ne prend la responsabilité de ce qui peut se passer après. Quand quelqu'un est malade et qu'on essaye des médicaments sur lui, il peut accepter en se disant bon, j'ai pas trop le choix, je vais voir ce qui va se passer et tout. Mais on prend un corps sain d'un bébé et on lui inocule plein de saloperies. Et personne ne se soucie de ce qui va se passer après. Non mais c'est... Enfin moi personnellement, bon là ils vont dire, il raconte sa vie, mais quand j'étais bébé on m'a inoculé le vaccin du BCG, parce que c'était obligatoire, et j'ai fait une super mauvaise réaction, j'ai eu une énorme boule qui a poussé, ils m'ont hospitalisé en urgence, enfin c'était horrible, et après j'étais dispensé à l'école le reste de la scolarité, parce qu'il y a des rappels du BCG, donc qui viennent tous les 3 ou 4 ans, je sais plus. Et donc moi j'avais une exemption à chaque fois parce que justement j'avais eu ce problème de vaccination avec la première inoculation, quoi. Et c'était, je me rappelle par contre, c'est vrai qu'on était à l'école, tous alignés, allez hop. Moi je connais ça aussi, le BCG. Hein. Le BCG, mais ça, le BCG alors... Il a été retiré. Ça c'est la preuve d'un truc. On te dit pendant des années, on te met un pistolet sur la tempe, il faut absolument faire le vaccin, parce que sinon maintenant ils ont même trouvé un truc génial, ils disent si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, parce que s'il n'y a pas 90% de la population qui est par exemple vaccinée, ils considèrent que c'est mettre la population en danger. Donc maintenant, en plus, on nous dit faites-le pour les autres, soyez gentils. Et puis un jour, on nous dit non, finalement, c'est une saloperie, on fait, donc on va arrêter. Mais c'est comme le vaccin pour les tout petits. Enfin, le seul qui est obligatoire en France, d'ailleurs, c'est le DT polio, diphtérie, tétanos, polio. Il n'existe plus.
C'était un vaccin qui ne contenait pas d'aluminium, ils l'ont retiré du marché parce qu'il n'était pas assez cher. Et maintenant, les vaccins qui existent ont d'autres valences. Ils contiennent la coqueluche, l'hépatite B, qu'on attrape vraiment en grande majorité par le sexe. Donc pourquoi est-ce qu'on vaccine les bébés avec la valence de l'hépatite B? Et je veux dire, tout est bon. Il faudrait quand même qu'il nous explique un jour. Je veux dire. C'est comme il paraît que le vaccin. Alors je sais pas si tu connais de la fièvre jaune, parce qu'il est souvent obligatoire quand tu vas quand on va dans les pays étrangers. Voilà. Et celui-là, il est, je sais pas, parce que moi, ça me semble être pareil, un espèce de business, parce que quand tu te rends, et souvent il y a des pays à zone, et c'est souvent en Afrique ou en Amérique du Sud, donc on te force à le faire. Hein. Si tu n'as pas ton carnet de vaccination, il ne te laisse pas rentrer dans le pays, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est obligatoire, on te le réclame, hein, à l'entrée du pays, obligation d'être vacciné. Mais est-ce que c'est efficace? Ça sert à quelque chose, là, cette histoire? Moi, personnellement, je pense que non, mais je ne suis pas la seule. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Hier, il y avait, dans le colloque où j'étais, il y avait 2 chercheurs américains, dont une jeune femme qui est en stage en Israël, justement parce qu'ils font des recherches sur l'immunité. Et on a commencé à discuter ensemble, et je lui ai dit, je ne sais plus quoi, sur les vaccins, et elle me répondait sur le HPV. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que les vaccins ont une efficacité quelconque? Elle m'a dit, c'est-à-dire, je dis moi pas. Elle m'a dit, mais moi non plus. Donc voilà, c'est qui nous prouve, je pense qu'avant de nous mettre des trucs dans le corps comme ça, qui nous prouve que ça a un effet quelconque. Mais le premier vaccin, c'est Pasteur qui a inventé le premier vaccin? Non, c'est plus compliqué que ça. Pasteur était probablement le premier à avoir compris comment se faire des rodoudous nanor. Parce que voilà, parce que je voulais te demander, parce que Pasteur, il y en a plein qui débouclent le mythe en disant oui, non, je pense, il faut lire les trucs Pasteur et Deschamps et comment ça s'est passé. Je veux dire, ça c'est un truc pareil qu'on nous a fourré dans le crâne petit à l'école. Pasteur, il y a eu le petit, je sais plus comment il s'appelle, qui s'est fait mordre par un chien et qui avait la rage. Pasteur l'a sauvé. Apparemment, on ne sait pas combien de gens Pasteur n'a pas sauvé. Et en plus de ça, personne n'a jamais prouvé que ce môme avait la rage. Donc c'est bâti sur une escroquerie totale, l'histoire. Donc voilà. Parce qu'on nous a fait un roman quand même, Pasteur, justement, l'homme qui... Pasteur a été un grand usurpateur. Non, ça a été un grand usurpateur. Il y a même un livre qui est sorti, qui a été, je crois, écrit par son neveu, où il dénonçait vraiment qui était Pasteur. C'est-à-dire Pasteur était un grand usurpateur devant l'Éternel. Il a trouvé une bonne combine, alors si j'ose dire. Je pense que par rapport à ses autres copains chercheurs qui, eux, cherchaient vraiment honnêtement, lui, il a piqué un peu dans ce avec quoi il pouvait se faire des doudou nanor. Et il est tombé au bon moment, parce que c'est le moment où les laboratoires avaient besoin d'expansion, et il leur a apporté sur un plateau un truc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, le patron de Merck avait dit c'est dommage qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades, parce que si jamais on trouvait une combine pour en vendre bien portant, on se ferait des couilles en or. Et qu'est-ce qu'on vend aux gens bien portants? De la prévention. On leur fout la trouille, on leur dit, oh là là, tu risques d'ailleurs, on vit dans une trouille totale maintenant. Parce qu'on est on est tous hypochondriaques et on a tous peur. On a peur d'attraper ça, on fait des tas d'examens pour être sûr qu'on n'a pas ça. Finalement, il y a beaucoup d'examens qui sont plus nocifs que la maladie elle-même. Voilà quoi. On nous parle beaucoup de la pilule pour les femmes, ça aussi, je sais pas si voilà, ça c'est pareil. Alors pendant des années, ils ont prescrit à toutes les petites filles qui arrivaient dans leur cabinet, non, il faut prescrire à la pilule de 3e génération, c'est beaucoup mieux, etc. Puis là, oups, alors là vraiment, c'est dramatique. Alors, comment on peut leur faire confiance? Parce que c'est une forme pareille, c'est donner un médicament à quelqu'un, on va dire, qui est en bonne santé, qui est sain, quoi. Non, mais c'est ça qui est grave, c'est que le principe de la vaccination, c'est que tu prends des gens qui sont en bonne santé et tu leur inocules des choses qui ne sont pas forcément... c'est ça qui me fait un peu, je trouve ça assez incroyable. Alors, qu'est-ce que vous me dites alors, oui, voilà, en fait, Milgrim qui demande... elle ne comprend pas pourquoi on utilise vraiment tous les adjuvants, l'aluminium, tous ces produits nocifs. Elle se dit, mais c'est quoi la raison? C'est pas compliqué. En fait, la raison, c'est que c'est par exemple un vaccin, une souche de vaccin qui est atténuée. Pour la désactiver, pour désactiver la souche de la maladie, ça coûte 3$. Si on la désactive pas, ça coûte 58 centimes par vaccin. C'est déjà une bonne raison. Ça, c'est pour la souche.
Ensuite, on met des adjuvants comme le mercure, l'aluminium, le squalène, tous ces trucs-là, parce que c'est fait pour booster la réaction immunitaire. Donc, pour qu'on ait l'impression que le vaccin a plus d'effet, que ça booste la réaction. Donc, oui, ça rajoute des corps étrangers. Voilà, ça rajoute. Et il y a aussi, après, il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a le fait que quand les vaccins sont faits sur des bêtes qui proviennent d'élevage industriel, par exemple, les bêtes sont dans un état absolument, l'hygiène absolument dégueulasse, lamentable. Donc déjà, pour arriver à les faire survivre dans ces conditions, elles sont bourrées de tranquillisants, parce que sinon, elles ne pourraient même pas supporter leur état. D'ailleurs, elles ne le supportent pas. Hein. Il faut aller voir un jour un élevage industriel. Je vous jure que c'est radical. Après, on ne mange plus de viande, on ne peut pas, ou alors très très peu, parce que c'est pas possible. Les bêtes sont dans des conditions d'hygiène lamentables. Elles sont à je ne sais pas combien par cage. Elles sont sur des grillages en pente comme ça, pour que les excréments puissent s'évacuer. Elles ont tellement de mal à rester accrochées que des fois leurs pattes claquent sous l'effet les pattes restent accrochées et les bêtes meurent à côté avec les pattes cassées. On leur coupe le bec pour pas qu'elles se tuent entre elles ou qu'elles se massacrent entre elles parce qu'elles sont dans des conditions de stress épouvantables. Donc elles sont bourrées de tranquillisants, elles sont bourrées d'hormones, elles sont bourrées d'antibiotiques. Et nous, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire que les gens qui mangent ça mangent à la fin de la journée des pesticides avec les légumes, des antibiotiques, des tranquillisants, des hormones, et voilà ce qu'on mange à la fin de la journée si on mange ces bêtes-là. Sans compter que c'est absolument dégueulasse, je veux dire, jamais depuis le début du monde, les animaux ont été traités comme ça. Les humains aussi d'ailleurs. Hein. Ah mais on en avait beaucoup parlé ici, c'est vrai. Et puis il y a aussi le fait, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains vaccins sont faits avec la technologie OGM, de manipulation génétique, et personne ne sait ce que ça fait sur le corps humain d'avoir d'ingurgiter des ADN étrangers et des OGM en fait. On nous demande, alors est-ce que selon toi, c'est Ewan qui nous dit ça, est-ce que tu penses que les élites prennent les mêmes médicaments et traitements que le petit peuple, ou ils ont une médecine, une médecine pour eux, un peu pour les riches je pense qu'ils prennent pas. Le problème, ça a été effectivement l'alliance avec le cartel de la chimie, mais je pense pas qu'ils se soignent avec de la chimie, non. Ah, ils évitent justement, ils sont quand même. Il y a des trucs très, très bizarres quand même, parce qu'on te dit, dès qu'il y a des médecins qui ne veulent pas appliquer les protocoles de l'industrie, qui sont les mêmes pour tout le monde, si tu regardes bien maintenant, quand tu as mal aux pieds, on te donne ça, quand tu as mal à la tête, on te donne ça, mais quand tu vas les 3/4 du temps chez un médecin, il ne prend plus le temps de regarder qui tu es, comment tu vis, quels sont tes antécédents, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi éventuellement tu as développé cette maladie. On te dit, tu as mal à la tête, prenez tel antibiotique, t'as mal, voilà. Et donc, les 3/4 du temps, c'est de la chimie, c'est que de la chimie. Mais je pense pas que les gens qui ont le choix se soignent avec ça. Ouais. Mais de notre côté, on fait peur, c'est-à-dire qu'on te dit, si un médecin n'applique pas le protocole, les homéopathes, etc., sont très souvent ennuyés par le système. Qu'on leur dit, vous vous rendez compte, vous mettez la vie de vos patients en danger.